Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'athlétisme, dont on parle toujours quand on parle des Jeux Olympiques, n'est pas en fait un fac-similé de l'art militaire. On l'a beaucoup dit, pourtant, oui, c'est pour l'art militaire, etc. Bien non, la rapidité, c'est la qualité première d'un guerrier, c'est vrai. Mais quand il concourt dans un stade, il met sa vitesse prodigieuse au service d'un rituel religieux. Là encore, j'insiste, si les épreuves de course sont les épreuves phares des Jeux d'Olympie, c'est avant tout parce que les athlètes ont le sentiment de survoler la piste. Ils sont légers et rapides comme le vent, ça c'est Achille. Un hoplite doit donc être aussi performant au combat qu'à la course. La course des hoplites en armes est intégrée au JO lors de la 65e Olympiade en 520 avant notre ère, pour répondre à cette exigence justement. Il n'existe pas de formation sportive spécifique du soldat, parce que le travail de la terre par les citoyens, les paysans citoyens, en fait, les dote déjà d'une force et d'une résistance naturelle. Il faut attendre le IVe siècle avant notre ère pour établir une formation physique obligatoire des éphèbes athéniens, axée sur la pratique des sports de défense en vue de la guerre. Les athlètes, formés au gymnase, redéploient alors leur apprentissage sur le champ de bataille. Les conflits sont en ce temps-là devenus endémiques en Grèce. Pour sa survie, la cité doit donc anticiper le moment où ces fameux conflits vont survenir et se doter en conséquence des moyens d'y répondre. La démocratie et la phalange politique émergent justement dans la cité grecque à la fin du VIe siècle avant notre ère. Les prérogatives aristocratiques sur la guerre et l'athlétisme s'estompent, mais bon nombre de textes antiques critiquent en fait la figure de l'athlète professionnel qui est vu comme un goinfre égoïste et vaniteux. Le régime alimentaire des athlètes est décrit comme contraire à la sobriété attendue d'un citoyen et leur activité physique excessive est perçue comme inutile et stérile. Dans sa pièce théâtrale « L'Autolycos », Euripide demande avec ironie « Est-ce que l'on combat les ennemis avec des disques ? Est-ce en frappant sur les boucliers à coups de poing qu'on repousse les ennemis de la patrie ? Nul n'est assez stupide pour risquer ça face au fer. » Donc de même, le général Thébain, Épaminondas, déclare que les hoplites doivent avoir le corps exercé non pas seulement en athlète, dit-il, mais en soldat. La pratique excessive du sport est perçue comme une activité qui détourne justement les citoyens de leurs devoirs, au rang desquels figure justement le devoir militaire. Ces critiques concernent surtout les athlètes professionnels. La course à pied est considérée comme éminemment utile au combat, c'est vrai, de même que la course en armes, parce que la charge au pas de course est déterminante dans le déroulement d'une bataille entre hoplites. Elle aussi plus physique, puisqu'il faut courir sur des distances parfois importantes. 1,5 km, je vous en ai parlé, en portant un armement dont le poids dépasse les 15 kg, voire 30 kg parfois. Lors des Panathénées d'Athènes, les athlètes s'illustrent dès l'épreuve de lancer du javelot à cheval et de course de navire. Il faut noter aussi que le vocabulaire de la guerre se rapproche quand même de celui du sport. Le terme agone désigne la compétition sportive, mais aussi le combat militaire. Plutarque affirme que c'est grâce à leur supériorité à la lutte que les Thébains ont vaincu les Spartiates et les Leuctres. La lutte est perçue comme une préfiguration donc quand même de l'affrontement militaire. Malgré tout, l'entraînement militaire est laissé aux soins des particuliers et constitue principalement une préparation généraliste. Au cours du IVe siècle avant notre ère, Athènes va mettre en place une formation militaire, l'éphébie, qui dure 2 ans et qui est obligatoire pour les jeunes de 18 à 20 ans. C'est une sorte de service militaire destiné à former les futurs membres de la phalange au maniement des armes. Les jeunes Athéniens reçoivent donc des enseignements militaires spécifiques comme le lancer de javelot, l'escrime, le tir à l'arc et le tir à la catapulte. Le caractère obligatoire est malgré tout rapidement abandonné, mais l'éphébie perdure pour les membres de l'élite et connaît quand même un réel succès pendant l'époque hellénistique puisqu'on voit des éphébies inspirées du modèle athénien se mettre en place dans de nombreuses cités du bassin égéen. Alors je parlais tout à l'heure des médecins qui disaient il faut faire du sport, etc. Déjà à cette époque-là. Les premiers médecins ont souvent porter en fait un regard très critique sur la santé des athlètes. Conscients qu'il est plus facile de prévenir que de guérir, eh bien ils vont accorder une place importante au régime en fait au sens large. Les aliments, la boisson, la veille, le sommeil, le repos, les exercices et les activités sexuelles même. Mais il est difficile de savoir si leurs recommandations concernent les athlètes professionnels, athlétei, ou plus généralement tout pratiquant plus ou moins régulier, les gymnazomenoi. Car
athlètes professionnels et simples amateurs se côtoient assez régulièrement au sein de la même palestre pour pratiquer les mêmes exercices. En réalité, c'est la fréquence et l'intensité avec laquelle ils sont pratiqués qui sont pris en compte. Les médecins mettent un point d'honneur à faire respecter ce qu'on appelle le juste équilibre, soumetria, et condamnent tout excès. Tout est question finalement de dose. Comme le dit Hippocrate dans son traité sur les épidémies, peine, nourriture, boisson, sommeil, plaisir amoureux, le tout avec modération. C'est Socrate qui va renchérir « Meden Hagan, rien de trop ». La bonne santé est associée à une modération qui exclut tout changement brutal. La modération, finalement, c'est ça l'hédonisme en réalité. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. On dit toujours je suis hédoniste parce que j'aime le bon vin, la bonne chair. Mais en fait, pas du tout. C'est avec modération, justement. C'est avec grande modération, surtout sans exagération. Sinon, alors là, on perd tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La recherche de la performance amène en fait souvent les athlètes à s'entraîner à l'excès, justement, à se forcer à manger jusqu'au milieu de la nuit. Malheureusement, ils ne peuvent pas se maintenir longtemps à ce point d'excellence auquel ils sont parvenus. D'ailleurs, nos athlètes aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Si je reviens sur le championnat d'Europe des Nations, regardez certains joueurs qu'on mettait au pinacle, soi-disant ballon d'or, etc., et puis qui ont une vie personnelle qui a du mal à rester longtemps, on va dire, au summum, mais qui parfois, il y a des abus, et on voit les joueurs, leur masse physique qui n'est plus tout à fait la même quand ils font n'importe quoi. Donc, une fois que ce point est atteint, ils sont inexorablement condamnés à régresser, justement. Chez ceux qui pratiquent les exercices physiques, un état de santé excellent porté à un niveau extrême est dangereux. Il ne peut en effet rester au même point ni demeurer stationnaire. Or, ne demeurant pas stationnaire et ne pouvant plus progresser, empirer est la seule voie qui reste. C'est Hippocrate qui dit ça dans Aphorisme. Dans son traité de l'aliment, il précise encore « La disposition athlétique n'est pas selon la nature, un état sain est préférable ». Cet avis est partagé par les plus grands médecins de l'Antiquité. Galien de Pergame, médecin de l'époque romaine, se montre particulièrement tranchant, lui, dans sa vision de la préparation des athlètes. Je cite « Leur entraînement consiste en une activité favorable non pas à la santé, mais plutôt à la maladie ». Propre triptyque ou exhortation à l'étude de la médecine. Et comme ils cumulent les excès aussi bien dans leur pratique sportive que dans leur alimentation, eh bien les athlètes s'exposent à de nombreuses maladies et infirmités, des courbatures, des diarrhées, des vomissements, la soif excessive, des douleurs en tout genre, etc. Les médecins se montrent très critiques aussi à l'égard du régime alimentaire forcé, imposé à certains athlètes. À l'origine, ils se nourrissent essentiellement de fromage et de figues, mais dès le 5e siècle, ils commencent à consommer de grandes quantités de viande. Ils deviennent gras, voire obèses, notamment les lutteurs. Et Galien dénonce l'importante consommation de viande de porc et de pain sans levain, destinée à développer la force, la résistance à leur corpulence. Et regardez les nôtres qui, eux, prennent des produits pas toujours très nets. C'est que l'avantage dans les sports de combat va bien souvent aux concurrents, évidemment, les plus costauds. Je cite encore, « Les athlètes prennent des aliments qui ont les meilleurs sucs, mais parmi eux, les poids lourds en prennent des gras et des gluants. C'est ainsi qu'on appelle les lutteurs en particulier, mais aussi les pancratiastes et les pugilistes. Et si un profane qui n'est pas à l'entraînement consommait une telle nourriture, il souffrirait très vite d'une maladie pléthorique. Tout comme si un homme à l'entraînement suivait un régime de légumes et de soupe d'orge, il se détruirait vite et épuiserait entièrement son corps. » Selon Galien, un tel régime condamne la majorité des athlètes à mourir peu de temps après avoir cessé l'entraînement, les autres ne parvenant que rarement à un âge avancé. Intéressant, ils sont persévérants, les médecins ne renoncent pas à prodiguer leurs conseils à des cas désespérés. Vous avez Hippocrate qui affirme que, je cite, « Les athlètes doivent en hiver courir et lutter, en été lutter mais peu, supprimer la course et multiplier les promenades au frais. » Et il précise que ceux qui ont des courbatures à la suite de courses doivent lutter, et ceux qui en ont la force de lutter doivent courir. Galien dénonce aussi l'incompétence des entraîneurs, qui bien souvent se trouvent en concurrence directe avec le médecin. D'ailleurs, le médecin ne se prive pas de dénoncer l'insolence du pédotribe, de tribo, qui veut dire masser, lorsque le simple praticien ose outrepasser son rôle initial de préparateur sportif pour s'ériger ensuite en entraîneur.
Quant au gymnastès, le maître de gymnastique, ses relations avec le médecin sont encore plus explosives. Galien est outré de constater, je cite, que beaucoup d'athlètes qui avaient des membres tout à fait disproportionnés, pour avoir été pris en charge par des maîtres de gymnastique qui les engraissèrent à l'excès et augmentèrent leur masse de sang et de chair, sont parvenus au résultat contraire. À l'opposé évidemment exact du canon de Polyclète qui définissait les proportions idéales dans la statuaire grecque. Et de fait, il n'est pas rare que des spécialistes du pugilat et du pancrace aient, je cite, le visage complètement difforme et hideux à voir, les membres brisés ou disloqués, et même, tenez-vous bien, les yeux crevés. Hippocrate évoque les découvertes qui ont été faites à son époque par, je cite, ceux qui s'occupent des exercices et de l'entraînement des athlètes. Mais dès lors qu'il s'agit de réduire une luxation ou une fracture, c'est bien aux médecins finalement que les entraîneurs font appel. Galien n'hésite pas à qualifier les règles de préparation athlétique de frauduleux parce qu'elles ne font que nuire à la santé physique et psychique des athlètes au point qu'ils deviennent complètement inutiles à la vie de la cité. Ils se montrent incapables de bêcher, moissonner, labourer ou accomplir convenablement tout autre des travaux d'agriculture, dit-il. Et on ne peut même pas faire appel à eux en cas de conflit parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est, je cite, combattre l'ennemi, un disque à la main. Encore une fois, on se moque d'eux. Quelque part, on les prend un peu pour des débiles, c'est un petit peu comme aujourd'hui finalement. Cette critique est relayée par Aristote dans Politique et par Platon dans La République. Galien raille le fameux Milon de Crotone qui, trop confiant dans la vigueur de ses muscles, meurt les mains écrasées entre les deux parties d'un tronc qu'il avait prétendu écarter à la seule force de ses bras, souvenez-vous. Plus sensible aux excès et aux contraintes endurées par les sportifs professionnels qu'à leur performance physique, les médecins livrent une image radicalement différente de celle de l'athlète triomphant et resplendissant de santé. Voilà ce que c'est les vrais Jeux Olympiques. Il ne vous reste plus maintenant qu'à suivre les JO d'aujourd'hui, ceux de Paris en 2024, un siècle après ceux de 1924 évidemment. Alors la bibliographie de François Chamou, La Grèce, berceau de l'Antiquité, ça date de 2001, de Pascal Charvet et Annie Colonia, Quand les champions étaient des dieux aux origines des Jeux Olympiques, date de 2024 j'allais dire évidemment. Dossier d'archéologie, mai-juin 2024, c'est très récent, le sport en Grèce antique, et Jean-Paul Thuillier, le sport dans l'Antiquité, pour en finir avec les idées reçues, dans Archéologia de juillet-août 2017. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances pour d'été, évidemment, pour ceux qui écoutent ça en direct, pour les autres, écoutez, on se retrouve la prochaine fois, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.